Imagine un instant que tu entres dans une pièce, pas une grande salle de gala, pas un événement exceptionnel, juste une réunion ordinaire, un dîner entre amis, peut-être une simple soirée dans un café. Et il y a quelqu'un là que tu remarques immédiatement, pas parce qu'il ou elle est le plus beau ou la plus belle, pas parce qu'il ou elle porte les vêtements les plus élégants ou les plus tendances, non. Tu le remarques parce qu'il y a quelque chose dans sa façon d'être, quelque chose dans sa manière d'écouter, de sourire, de prendre sa place dans l'espace, quelque chose qui attire, qui invite, qui réchauffe. Tu as sûrement déjà vécu ce moment et si tu es honnête avec toi-même, tu t'es peut-être demandé en silence comment cette personne fait. Quel est son secret? Aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ensemble ce secret. Et je te préviens tout de suite, il n'a rien à voir avec la chirurgie esthétique, les régimes, les nouvelles tenues ou les tutoriels de maquillage. Ce dont je veux te parler aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus durable. C'est ce que la psychologie nous enseigne sur l'attraction humaine, sur ce qui nous rend vraiment désirables aux yeux des autres et surtout ce que cela révèle de nous-mêmes. Je m'appelle Christophe André et depuis de nombreuses années, j'accompagne des personnes dans leur chemin intérieur. Des personnes ordinaires avec des doutes ordinaires, des peurs ordinaires, des désirs tout à fait humains. Et l'un des thèmes qui revient le plus souvent dans mon travail, c'est cette question de l'attractivité. Pas au sens superficiel du terme, mais au sens profond. Comment est-ce qu'on devient quelqu'un vers qui les autres ont envie de se tourner? Comment est-ce qu'on développe cette présence qui attire sans forcer, qui séduit sans manipuler, qui touche sans chercher à impressionner? Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, ce sont 6 habitudes. 6 pratiques concrètes ancrées dans la psychologie que tu peux commencer à cultiver dès maintenant dans les 30 prochains jours. Et je dis bien habitudes parce que ce ne sont pas des trucs ou des astuces. Ce sont des façons d'être, des postures intérieures, des manières de te rapporter à toi-même et aux autres. Des choses qui, avec le temps et la régularité, transforment vraiment quelque chose en toi. Alors installe-toi confortablement, peut-être avec une tasse de thé ou de café, peut-être dans un endroit calme où tu peux vraiment écouter. Parce que ce que je vais te dire mérite d'être reçu avec attention. Pas parce que c'est compliqué, mais parce que c'est vrai. Et les choses vraies ont besoin d'un peu de silence pour entrer. Commençons par quelque chose de fondamental. Quelque chose que, dans ma pratique clinique, j'ai vu manquer chez beaucoup de personnes qui venaient me consulter en disant qu'elles se sentaient invisibles, ignorées, peu désirables. La première habitude, c'est celle de la présence, la vraie présence, pas la présence physique, pas le fait d'être là dans la pièce, mais la présence intérieure. Le fait d'être vraiment là avec soi-même et avec l'autre dans le moment présent. Je pense à une jeune femme que j'ai accompagnée il y a quelques années, appelons-la Léa. Léa était ce qu'on pourrait appeler objectivement belle. Elle prenait soin d'elle, elle s'habillait bien, elle avait un beau sourire. Et pourtant, elle me disait régulièrement que les gens ne semblaient pas vraiment la voir, que les conversations s'arrêtaient vite avec elle, que les hommes qu'elle rencontrait ne rappelaient pas. Elle ne comprenait pas pourquoi, et moi, en l'écoutant, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Quand Léa parlait à quelqu'un, elle était en train de se regarder parler. Elle était en train de surveiller son image, de se demander comment elle était perçue, de calculer chaque mot pour faire bonne impression. Elle était physiquement présente, mais intérieurement absente. Et c'est quelque chose que les autres ressentent, pas consciemment peut-être, mais ils le ressentent, parce que l'être humain est extraordinairement sensible à la qualité de l'attention qu'on lui porte. Quand quelqu'un est vraiment là avec nous, quand ses yeux sont sur nous et pas sur son téléphone, quand son esprit est dans cette conversation et pas dans ses préoccupations, quand il écoute pour comprendre et pas pour répondre, on le sent, et c'est une sensation rare, et rare veut dire précieuse, et précieux veut dire attirant. La présence, c'est ce que les bouddhistes appellent la pleine conscience, ce que les psychologues appellent l'attention consciente. Mais dans la vie quotidienne, ça ressemble à quelque chose de très simple. C'est poser ton téléphone quand tu parles à quelqu'un. C'est regarder la personne en face de toi, vraiment regarder, pas juste attendre ton tour de parler. C'est t'intéresser sincèrement à ce qu'elle dit, pas à ce que tu vas répondre. C'est être dans ta vie, pas dans ta tête. Et je veux insister sur ce mot sincèrement, parce que la présence ne peut pas être simulée sur le long terme. On peut faire semblant d'écouter pendant 5 minutes, mais l'attention véritable, ça se voit. Et c'est ça qui crée la connexion, et la connexion, c'est le fondement de toute attractivité durable. Alors la première pratique que je te propose dans les 30 prochains jours, c'est de t'entraîner à être présent ou présente, une conversation à la fois, pas toutes les conversations, juste une par jour. Une conversation où tu décides consciemment d'être là à 100%, sans téléphone, sans pensée parasite, sans calcul. Juste là et observe ce qui se passe. Observe comment l'autre réagit.
Observe comment tu te sens toi-même, parce que la présence, elle ne bénéficie pas qu'à l'autre, elle te transforme aussi. Quand on est vraiment présent, on arrête de se regarder vivre. Et c'est là que quelque chose de magnétique se libère en soi. Passons maintenant à la deuxième habitude, et celle-ci, je vais te l'annoncer, elle dérange un peu, parce qu'elle va à l'encontre de ce qu'on nous dit souvent. On nous dit, pour être attirant, sois positif, sois souriant, montre ta meilleure version, et il y a eu une part de vérité là-dedans. Mais il y a aussi un piège, le piège de ce que j'appelle la positivité de façade. Cette manière de toujours bien aller, de toujours sourire, de ne jamais montrer ses doutes, ses peurs, ses fragilités, et ce piège, il éloigne les gens au lieu de les attirer. La deuxième habitude, c'est la vulnérabilité choisie. Et je dis bien choisie parce que je ne te demandais pas de te transformer un livre ouvert, de raconter tes traumatismes à la première personne que tu rencontres. Non, la vulnérabilité choisie, c'est l'art de montrer au bon moment, avec les bonnes personnes, que tu es un être humain, avec des doutes, des imperfections, des moments de faiblesse, et que tu l'assumes. Brené Brown, la chercheuse américaine dont j'apprécie beaucoup les travaux, a passé des années à étudier ce qu'elle appelle la connexion humaine, et elle a découvert quelque chose de contre-intuitif. Les personnes les plus aimées, les plus admirées, les plus entourées ne sont pas celles qui paraissent les plus parfaites, ce sont celles qui ont le courage d'être imparfaites, qui peuvent dire « j'ai eu peur ». J'ai fait une erreur, je ne sais pas. J'ai besoin d'aide avec une certaine légèreté, avec une certaine dignité, mais avec une vraie honnêteté. Pourquoi est-ce que la vulnérabilité attire ? Parce qu'elle crée de la proximité. Quand quelqu'un me montre son imperfection, je me sens moins seul avec les miennes. Quand quelqu'un admet qu'il a eu peur, je me reconnais en lui. Et cette reconnaissance, c'est le terreau de l'attachement, de l'affection, de l'attraction. Je me souviens d'un homme, appelons-le Thomas, qui venait me voir parce qu'il se sentait toujours un peu à l'écart dans les groupes. Il était intelligent, cultivé, drôle. Mais il avait cette habitude de toujours avoir la bonne réponse, de ne jamais se laisser surprendre, de contrôler chaque impression qu'il donnait. Il pensait que ça le rendait attirant. En réalité, ça créait une distance. Les gens l'admiraient de loin mais ne se sentaient pas proches de lui. Un jour, lors d'une réunion professionnelle, quelqu'un lui a posé une question à laquelle il ne savait pas répondre. Et au lieu de bluffer comme il l'aurait fait d'habitude, il a dit simplement « je ne sais pas, c'est une bonne question, il faut que j'y réfléchisse ». Et il m'a raconté que plusieurs personnes étaient venues le voir après pour lui parler, pour échanger, pour se connecter. Cette petite fissure dans l'armure avait ouvert quelque chose. Alors dans les 13 prochains jours, je t'invite à pratiquer la vulnérabilité choisie. Pas tous les jours, pas avec tout le monde, mais de temps en temps, dans un contexte approprié, laisse voir un peu de ton humanité. Admets une incertitude, partage une peur légère, rise de toi-même avec bienveillance et observe ce que ça crée dans tes relations. Et si ce contenu t'aide, si tu te reconnais dans ce que je décris, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Parce que ce voyage intérieur, il est beaucoup plus doux quand on le fait accompagner. Continuons avec la troisième habitude, et celle-ci, je la considère comme l'une des plus puissante, peut-être même la plus puissante de toutes, c'est l'habitude de la générosité dans l'attention. Ou, pour le dire autrement, l'art de faire sentir aux autres qu'ils comptent. Il y a une phrase que j'ai lue il y a longtemps et qui m'a marqué. Je ne me souviens plus exactement de qui elle vient, mais elle dit à peu près ceci: les gens oublieront ce que tu as dit, ils oublieront ce que tu as fait, mais ils n'oublieront jamais comment tu les as fait se sentir. Et c'est d'une vérité absolue. Pense aux personnes de ta vie qui t'ont le plus marqué. Je parie que ce ne sont pas celles qui étaient les plus brillantes ou les plus belles. Ce sont celles qui t'ont fait sentir vu, entendu, important. La générosité dans l'attention, ça peut prendre 1000 formes. Ça peut être de se souvenir du prénom de quelqu'un. Te demander des nouvelles d'une situation difficile que l'autre t'avait mentionnée la semaine dernière, de remarquer quand quelqu'un a l'air triste et de le dire doucement, de célébrer la réussite d'un ami avec une vraie joie, sans jalousie, sans minimiser. Ce dernier point mérite qu'on s'y arrête, la joie partagée. On parle de capitalisation, ce processus par lequel on partage une bonne nouvelle avec quelqu'un et on attend sa réaction. Et les recherches montrent que la façon dont quelqu'un réagit à nos bonnes nouvelles est encore plus prédictive de la qualité de la relation que sa façon de réagir à nos mauvaises nouvelles. Quand quelqu'un s'est réjoui vraiment pour toi, quand ses yeux s'illuminent, quand tu lui annonces quelque chose de bien, quand il pose des questions, quand il veut savoir les détails, tu te sens profondément connecté à cette personne.
et tu as envie d'être près d'elle. Alors la pratique ici, c'est simple mais exigeante, c'est de s'entraîner à être un bon public pour les autres, à célébrer leur réussite sans les comparer aux tiennes, à s'intéresser à leur vie avec une curiosité sincère, pas polie, à remarquer les petites choses, le nouveau manteau, la nouvelle coupe de cheveux, la fatigue dans les yeux et à le dire. Parce que l'attention généreuse, elle n'est pas épuisante, elle est nourrissante. Quand on donne vraiment de l'attention à quelqu'un, on reçoit quelque chose en retour. Une connexion, une chaleur, un sentiment d'exister dans le regard de l'autre. Et ça, c'est l'une des choses les plus belles que la vie peut offrir. Je veux aussi te parler d'un aspect souvent négligé de cette générosité dans l'attention. C'est l'attention qu'on se porte à soi-même. Parce que pour être capable d'être vraiment présent et généreux avec les autres, il faut d'abord avoir appris à l'être avec soi-même. Et ça, c'est tout un apprentissage. Beaucoup de personnes que j'ai accompagnées avaient une relation très dure avec elles-mêmes. Elles se critiquaient constamment, se comparaient aux autres, ne se reconnaissaient jamais le droit d'être imparfaites. Et cette dureté intérieure, elle filtrait dans leurs relations. Elle créait une tension, une nervosité, un manque de légèreté qui rendait la connexion difficile. Apprendre à se traiter avec la même gentillesse qu'on traiterait un ami cher, c'est ce que les psychologues appellent l'autocompassion. Et c'est, je crois, l'une des compétences les plus importantes pour une vie épanouie et pour une présence attirante. Nous arrivons maintenant à la 4e habitude. Et celle-ci touche à quelque chose de très concret, de très quotidien. C'est l'habitude de prendre soin de son énergie, pas de son apparence, pas de son image, de son énergie. Quand je parle d'énergie, je ne parle pas de quelque chose de mystique ou d'ésotérique, je parle de quelque chose de très simple et de très réel, l'état dans lequel tu te trouves quand tu es avec les autres. Est-ce que tu es reposé ou épuisé ? Est-ce que tu es nourri ou vide ? Est-ce que tu es en paix avec toi-même ou en guerre ? Parce que cet état, il se transmet, il se perçoit. Quand quelqu'un est épuisé, stressé, vidé, les autres le sentent, pas forcément consciemment, mais ils se tiennent un peu à distance, ils ne savent pas pourquoi. Ils disent juste que cette personne est un peu lourde, un peu fatigante. Et à l'inverse, quand quelqu'un rayonne d'une énergie calme, quand il est reposé, centré, en accord avec lui-même, les autres sont attirés, ils veulent être près de lui, ils se sentent bien dans son orbite. Prendre soin de son énergie, ça veut dire plusieurs choses, ça veut dire dormir suffisamment. Je sais que ça paraît banal, mais le manque de sommeil est l'un des plus grands saboteurs de l'attractivité. Une personne reposée a un regard plus vif, un sourire plus naturel, une présence plus etc. Ça veut dire aussi faire des choses qui te rechargent, pas des choses que tu devrais faire, des choses qui te font vraiment du bien. Marcher dans la nature, lire, cuisiner, danser, peindre, peu importe. Ces activités qui te reconnectent à toi-même, elles nourrissent quelque chose en toi qui s'évoit. Ça veut dire aussi, et c'est peut-être le plus difficile, apprendre à protéger ton énergie. À dire non quand tu as besoin de dire et non, à t'éloigner des situations et des personnes qui te drainent systématiquement. Pas avec dureté, pas avec indifférence, mais avec une certaine sagesse. Je pense à une femme, appelons-la Marie, qui était connue dans son entourage pour être toujours disponible, toujours là pour tout le monde. Elle donnait, donnait, donnait. Et elle se sentait de plus en plus invisible, de moins en moins désirable, parce qu'elle était épuisée et l'épuisement avait effacé quelque chose en elle. Cette étincelle, cette légèreté, cette joie de vivre qui avant la rendait si attirante. Quand elle a appris à se ménager, à se donner de l'espace, à ne plus sacrifier systématiquement ses besoins pour ceux des autres, quelque chose a changé, elle est revenue à elle-même. Et les gens autour d'elle l'ont remarqué, pas parce qu'elle était devenue égoïste, mais parce qu'elle était redevenue vivante. Prendre soin de ton énergie, c'est l'un des actes les plus généreux que tu puisses faire pour toi-même et pour les autres. Parce qu'une personne pleine ne peut donner que du plein, et une personne vide ne peut donner que du vide. Si tu écoutes depuis un moment et que ce contenu résonne pour toi, je t'invite vraiment à t'abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ces conversations, elles ont plus de valeur quand elles se propagent. Parlons maintenant de la 5e habitude. Et celle-ci, je vais te la présenter à travers une question. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Vraiment? Pas ce que tu devrais vouloir, pas ce que ta famille ou la société attend de toi. Ce que toi, tu veux, tes désirs profonds, tes valeurs, tes rêves, tes limites. La 5e habitude, c'est la clarté intérieure. Et je la lie directement à l'attractivité parce que les personnes qui savent ce qu'elles veulent exercent une fascination naturelle. Il y a quelque chose de profondément attirant dans quelqu'un qui a une direction, qui n'est pas perdu, qui n'attend pas que les autres lui disent quoi faire, quoi penser, quoi être. En psychologie, on parle d'autonomie.
C'est l'un des 3 besoins fondamentaux identifiés par la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, le besoin de se sentir auteur de sa propre vie. Et quand ce besoin est satisfait, quand une personne vit en accord avec ses valeurs et ses désirs profonds, elle dégage quelque chose, une cohérence, une solidité, une authenticité qui attire. A l'inverse, les personnes qui cherchent constamment l'approbation des autres, qui changent d'opinion selon les interlocuteurs, qui n'ont pas de position propre, qui disent oui quand elles pensent non, ces personnes créent souvent de la confusion autour d'elles. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont difficiles à saisir. Et ce qui est difficile à aimer, la clarté intérieure, ça se cultive. Ça commence par se poser des questions simples mais profondes. Qu'est-ce qui m'importe vraiment dans la vie? Quelles sont mes valeurs fondamentales? Qu'est-ce que je refuse même si ça déplaît? Qu'est-ce qui me donne de la joie, du sens, de l'énergie? Et ça continue par aligner progressivement ses actions avec ses réponses. Ce n'est pas un travail d'un jour, c'est un chemin. Mais chaque pas sur ce chemin te rend un peu plus toi-même. Et être soi-même, vraiment profondément, c'est l'une des choses les plus attirantes qui existent. Je me souviens d'une conversation avec un homme d'une 50aine d'années, appelons-le Paul. Il venait de traverser une période difficile, une séparation, un changement de travail, et il me disait qu'il avait l'impression de ne plus savoir qui il était, qu'il s'était perdu dans les attentes des autres, dans les rôles qu'il jouait, dans les masques qu'il portait. Et il me demandait comment retrouver cette attractivité qu'il avait eue dans sa jeunesse, cette façon d'être qui avait attiré les gens vers lui. Et je lui ai dit quelque chose qui l'a surpris. Je lui ai dit que l'attractivité qu'il cherchait n'était pas dans le passé, elle était dans l'avenir, dans le processus de se retrouver lui-même. Parce qu'il n'y a rien de plus magnétique qu'une personne en train de devenir qui elle est vraiment. Et c'est vrai, les personnes en chemin, les personnes qui grandissent, qui se remettent en question, qui cherchent leur vérité avec courage et humilité, ces personnes ont quelque chose, une lumière particulière, une profondeur. Une vie intérieure qui se voit. Alors la 5e habitude, dans les 30 prochains jours, c'est de consacrer un peu de temps chaque jour à te connaître toi-même. Peut-être 5 minutes le matin avec un journal. Peut-être une question que tu te poses avant de dormir, peut-être une promenade sans téléphone où tu laisses tes pensées se déposer. Peu importe la forme, l'important c'est de commencer à écouter ta propre voix, parce que cette voix, elle a des choses importantes à te dire. Nous arrivons maintenant à la 6e et dernière habitude. Et celle-ci, je la garde pour la fin parce qu'elle est, à mes yeux, la plus subtile et peut-être la plus transformatrice. C'est l'habitude de la légèreté consciente. Ou, pour le dire autrement, l'art de ne pas se prendre trop au sérieux. Je vais être clair sur ce que je veux dire par là. La légèreté consciente, ce n'est pas la superficialité, ce n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas éviter les sujets profonds ou les émotions difficiles, non. C'est une certaine façon de se rapporter à soi-même et à la vie avec une dose d'humour bienveillant, de recul, de grâce. Les personnes qui se prennent trop au sérieux craignent une tension autour d'elles. On marche sur des œufs avec elles. On fait attention à ce qu'on dit, on a peur de les blesser ou de les contrarier. Et cette tension, elle est épuisante et elle éloigne. A l'inverse, les personnes qui peuvent rire d'elles-mêmes, qui peuvent rebondir sur une maladresse avec humour, qui peuvent reconnaître leurs erreurs sans drame, qui peuvent aborder les sujets difficiles avec une certaine légèreté sans les minimiser. Ces personnes sont un soulagement, elles sont une bouffée d'air frais et on a envie d'être près d'elles. La légèreté consciente, c'est aussi une forme de sagesse. C'est avoir compris que la vie est trop courte pour être vécue dans la rigidité, dans la perfection, dans la peur du jugement. C'est avoir intégré que les erreurs font partie du chemin, que les maladresses sont humaines, que le ridicule n'est pas mortel. Je pense à cette phrase de l'écrivain et philosophe français André Comte-Sponville qui dit en substance que l'humour est la politesse du désespoir. Et moi j'aime cette idée, parce qu'elle dit que la légèreté n'est pas une négation de la profondeur. C'est une façon de tenir debout malgré elle, de continuer à vivre, à aimer, à rire même quand la vie est lourde. Alors comment cultiver cette légèreté dans les 30 prochains jours? D'abord en commençant à remarquer les moments où tu te prennes trop au sérieux. Ces moments où une petite erreur devient une catastrophe dans ta tête. Ces moments où tu rumines pendant des heures sur une phrase maladroite que tu as dite. Ces moments où tu t'empêches de rire par peur du jugement. Et dans ces moments, de te demander doucement, est-ce que dans 10 ans, ça aura encore de l'importance? Et souvent, la réponse est non. Ensuite, en t'autorisant à rire de toi-même, pas avec cruauté.
Pas avec autodestruction, mais avec la même tendresse que tu aurais pour un enfant qui trébuche en apprenant à marcher, parce que tu es cet enfant, on est tous cet enfant, on apprend tous à marcher dans cette vie. Et la chute fait partie de l'apprentissage. Et enfin, en cherchant à trouver la légèreté dans les petites choses du quotidien. Un coucher de soleil, une blague idiote, un café chaud, une chanson qui te fait danser seul dans ta cuisine. Ces petits moments de joie pure, ils nourrissent la légèreté. Ils te rappellent que la vie, malgré tout, a quelque chose de beau. Voilà, nous avons traversé ensemble les 6 habitudes. Et avant de conclure, je veux prendre un moment pour les récapituler ensemble. Non pas comme une liste à cocher, mais comme un chemin. Un chemin que tu peux commencer à marcher dès aujourd'hui. La première habitude, c'est la présence. Être vraiment là avec toi-même et avec les autres. Pas dans ta tête, pas dans ton téléphone. Dans ce moment, dans cette conversation, dans cette vie. La deuxième habitude, c'est la vulnérabilité choisie. Avoir le courage de montrer ton humanité, de laisser voir tes doutes, tes imperfections, tes moments de fragilité. Parce que c'est là que la connexion naît. La troisième habitude, c'est la générosité dans l'attention. Faire sentir aux autres qu'ils comptent, se réjouir de leur réussite, se souvenir de leurs histoires, être un témoin bienveillant de leur vie. La quatrième habitude, c'est prendre soin de ton énergie, te reposer, te nourrir, te ressourcer, protéger ce qui te donne vie parce qu'une personne pleine rayonne. La cinquième habitude, c'est la clarté intérieure. Savoir ce que tu veux, ce que tu values, ce que tu refusais, vivre un accord avec toi-même parce qu'il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui est vraiment lui-même. Et la sixième habitude, c'est la légèreté consciente. Ne pas te prendre trop au sérieux. Rire de toi-même avec tendresse, trouver la beauté et l'humour dans le quotidien. Ces 6 habitudes, elles ont quelque chose en commun. Tu l'as peut-être remarqué, elles ne parlent pas de toi en relation avec le regard des autres, elles parlent de toi en relation avec toi-même, parce que c'est là, au fond, que tout commence. L'attractivité véritable, celle qui dure, celle qui touche, celle qui crée des liens profonds, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Elle vient de la qualité de ta présence à toi-même et au monde, et c'est peut-être ça le vrai secret de cette personne que tu as remarqué dans cette pièce au début de notre conversation. Elle n'essayait pas d'être attirante, elle était simplement là, entière, vivante elle-même. Et ça, on ne peut pas le feindre. Ça ne s'achète pas, ça se cultive. Je veux te laisser avec une dernière pensée. Dans mon travail, j'ai rencontré des centaines de personnes qui se sentaient peu désirables, peu aimables, peu visibles. Et dans presque tous les cas, ce n'était pas un problème d'apparence ou de personnalité. C'était un problème de distance avec elles-mêmes, une distance créée par les blessures, les peurs, les conditionnements, les messages reçus pendant l'enfance ou l'adolescence. Des messages qui disaient « tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez intéressant, tu dois changer pour être aimé ». Et mon travail, notre travail ensemble, c'est de défaire doucement ces messages. De revenir à ce que tu es vraiment sous les couches de protection et de performance, de retrouver cette personne qui au fond mérite d'être vue, entendue, aimée, pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est humaine et l'humanité dans toute sa complexité, dans toute son imperfection, dans toute sa beauté maladroite est la chose la plus attirante qui soit. Alors si tu retiens une chose de tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui, que ce soit celle-ci, tu n'as pas besoin de changer pour être attirant ou attirante, tu as besoin de revenir à toi-même, à ta présence, à ta vérité, à ta légèreté, à ton humanité. Et quand tu fais ça vraiment, quelque chose change, pas seulement dans la façon dont les autres te voient, mais dans la façon dont tu te vois toi-même. Et c'est ça, le vrai changement, le seul qui compte. Ces 30 prochains jours, je t'invite à les vivre comme une expérience, pas une performance, pas un test, une expérience, et c'est une habitude à la fois. Observe ce qui se passe. Sois curieux ou curieuse de toi-même et surtout sois patient ou patiente. La transformation intérieure, elle ne se voit pas toujours tout de suite, mais elle se sente. Et un jour, tu entreras dans une pièce et quelqu'un te regarderait avec cet air que tu connais bien. Cet air qui dit « il y a quelque chose chez cette personne » et ce quelque chose, ce sera toi. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, merci pour ton attention, pour ta présence, pour la confiance que tu m'accordes en écoutant ces mots. Ce n'est pas une petite chose, je le sais et je le reçois avec gratitude. Si ce contenu t'a été utile, si tu te reconnais dans ce que nous avons exploré ensemble, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Un ami, une sœur, un collègue, quelqu'un qui traverse une période de doute sur lui-même ou elle-même. Ces conversations, elles ont le pouvoir de changer quelque chose, pas de façon spectaculaire, mais de façon réelle, profonde, durable. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi.